Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. Alors donc on va parler de l'actualité de la semaine, comme toutes les semaines, mais cette fois-ci sans un mot de politique nationale, régionale ou européenne. Ben, c'est la règle, parce qu'on ne peut pas influencer l'électeur la veille des élections. Du coup, j'ai invité 2 auteurs et 4 experts pour réfléchir, tout simplement. On parlera de démocratie, de rites, de violence et de fin du monde. Tout un programme. Et pour en parler, nos 4 experts sont tout d'abord Hamza Belagbir de Radio Campus et rédac-chef de la revue politique.be. Bonjour. Bonjour. Sylvie Losberg, la présidente du Conseil des femmes, psychanalyste et historienne. Bonjour. Bonjour. Un petit nouveau, Samuel Buisseret, alias Mister Sam, point d'interrogation, un youtubeur sceptique. Bonjour. Bonjour. Et Paul Grosjean, le rédac-chef de Lobby et animateur du Club Grand Place. Bonjour. Bonjour. Alors, demain, en vote, en fait, la plupart d'entre nous, le débat entre démocratie représentative et démocratie directe fait rage, surtout depuis l'intrusion des Gilets jaunes dans le débat politique. La semaine dernière, Gilles Perret est venu à Bruxelles pour présenter son film documentaire sur les Gilets jaunes, justement, qui s'appelle « Je veux du soleil ». Il explique à David Courrier sa démarche de suivre les Gilets jaunes, et après, on parle démocratie. L'idée, c'était pas du tout de faire des manifestations, d'aller à Paris. Non, on les voit pas. D'autant plus que c'était quand même une partie infime de ce qui s'est passé au niveau des mouvements des Gilets jaunes. Et nous, notre intention, c'était vraiment d'aller à la rencontre de ces gens, d'aller aussi dans leur intimité pour essayer de comprendre pourquoi des gens qui n'ont jamais rien dit pendant des décennies, tout d'un coup se redressent et enfilent un gilet jaune, se rendent très visibles et arrivent sur les ronds-points alors qu'ils sont seuls habituellement, se sentent plutôt bien là. Il y a une fraternité qui naît sur ces endroits-là avec des échanges, et tout d'un coup des gens qui se disent dégoûtés par la politique, qui veulent plus entendre parler, plus voter, tout d'un coup qu'est-ce qu'ils font quand ils sont sur les ronds-points? Ils parlent de politique, de l'impôt sur la fortune, du partage des richesses, de la cotisation sociale, des questions environnementales, ce qui n'était pas du tout le cas au tout début du mouvement. Alors la démocratie, elle se porte comment, Hamza Belagbir? Vaste question. Jean-Jacques, j'aurais pas la prétention d'y répondre d'une manière succincte, mais ce que je dirais, c'est que le constat étant que la démocratie est en crise à différents niveaux. Le scrutin de demain le prouve encore plus, parce que le scrutin européen, qui est selon moi un des plus importants, va encore passer à la trappe, et on l'a vu d'autant plus lors de la campagne qu'il a été en 3e lieu en termes d'importance, alors que les traités européens sont ceux qui structurent d'une manière, agressive toutes les politiques publiques qu'on mène en Belgique. Donc ce déficit démocratique européen, et notamment la crise des Gilets jaunes, prouve qu'il y a un constat, un bilan à dresser de la démocratie représentative, et il faut avoir l'audace de le faire. Et vous, Sylvie Losberg, sur cette démocratie morte ou pas morte? Mais je pense que la démocratie est toujours en danger dès qu'elle a été mise en place, en tout cas dans les formes de la démocratie représentative en Europe occidentale. Il aurait fallu réfléchir régulièrement à sa revivification. Parce que le système, dès qu'il s'immobilise, au fond, et on le voit avec une forme de professionnalisation de la fonction politique, forcément laisse des gens sur le côté, et il y a une forme d'opacité qui s'est mise en place. Ce qui était très intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était précisément la question de la fracture évidemment économique et même sociale au niveau de la classe moyenne, et le fait que des personnes qui se retrouvaient sur ces ronds-points disaient auparavant j'étais pauvre et je me culpabilisais, mais maintenant je sais que je suis plus tout seul. Et donc c'est aussi la question du lien et de la parole, je pense que c'est très important dans ce processus de revivification. Alors Samuel Buisseret, vu du côté du sceptique scientifique? Mais, moi, j'ai pas l'impression qu'il n'y a que la démocratie qui est impliquée. Je pense qu'il y a une multitude de crises dont celle-là fait que ça devient visible. Pour moi, il y a surtout une crise de l'information, une crise de la mauvaise information. Ça, c'est évidemment ce que je défends sur ma chaîne. Et on le voit beaucoup, d'ailleurs, avec les Gilets jaunes qui se mettent à colporter par-ci, par-là des fake news, des théories du complot, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un gros problème de la gestion de l'information, de l'éducation aux médias aujourd'hui, et ça se ressent à travers cette crise des Gilets jaunes. Paul Grosjean? Pour moi, le débat, c'est le débat entre la démocratie réelle et la démocratie virtuelle, et que donc les Gilets jaunes sont issus des réseaux sociaux, et
moi je me pose la question de la légitimité, c'est-à-dire que je fais la nuance entre le peuple et la foule, et pour moi, via les réseaux sociaux, je ne parle même pas des gilets jaunes, c'est un peu la loi de Lynch, qu'on le veuille ou non, c'est le lynchage permanent, et donc est-ce que c'est de la démocratie? Trop de démocratie tue la démocratie. Je ne vais pas reprendre les paroles d'Umberto Eco, où il disait ce qu'il pensait des réseaux sociaux, mais voilà, c'est pas parce qu'on ne ne dit pas plus maintenant. Voilà, et exactement, mais on peut se poser cette question. Eh bien, on a justement 2 auteurs avec nous qui vont y réfléchir et sur d'autres sujets aussi. On les accueille. Alors, nous recevons Jean-Claude Kaufmann, sociologue, auteur du livre « La fin de la démocratie, apogée et déclin d'une civilisation ». C'est comme si cette émission était faite pour lui. C'est paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Et à ses côtés, Geneviève Dama, metteur en scène, comédienne et aussi auteur. Je ne sais jamais s'il faut dire auteur ou autrice. Je ne sais pas ce que vous préférez. Je préfère auteur. Eh bien, auteur de Bluebird, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, qui est un roman, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et d'abord, Jean-Claude Kaufmann, vous qui avez écrit ce livre qui s'intitule « La fin de la démocratie ». Vous pensez vraiment que notre démocratie est terminée, elle est finie? Oui, alors il ne faut pas voir, ce que j'entends par démocratie, c'est pas seulement ce que l'on connaît bien, la démocratie représentative, le système politique, le multipartisme, le droit de vote, etc. Ça, on le connaît bien, mais ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est que ça s'inscrit dans un mouvement historique, dans un processus historique de plus en plus profond, et qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation de société, un approfondissement de la démocratie qui plonge dans la vie quotidienne de chacun. C'est ça qui est en train de changer. Vous appelez ça une hyper-démocratie? Une hyper-démocratie. De plus en plus, chacun est au centre de sa vie et décide de tout, pas seulement lors des élections, mais décide de sa vérité, de sa morale. Il n'y a plus de morale collective, il y a quelques choses qui sont interdites par la loi, mais sinon tout le reste est possible aujourd'hui. Chacun commence par décider pour lui-même. Comment peut-on organiser une société avec ce système qui se développe où chacun part de soi? C'est en même temps extraordinairement exaltant, c'est un espace de liberté et de responsabilité extraordinaire, mais qui devient extraordinairement compliqué à gérer pour tout gouvernement et qui devient aussi explosif dans la vie des individus. Parce que souvent, c'est trop demandé aux personnes de décider dans tous les domaines. Il y a 30 ans, on mangeait ce qu'il y avait dans notre assiette. Je prends juste un petit exemple. Aujourd'hui, on va se poser 1000 questions sur le moindre aliment sans avoir toujours les réponses, parce que la science avance de manière contradictoire. Tout ça devient extraordinairement compliqué. Alors, pour vous, Geneviève Dama, est-ce que vous partagez cette option ou vous trouvez que c'est plutôt bien de se demander ce qu'on a dans notre assiette? Oui, je trouve que c'est plutôt bien de se demander ce qu'on a dans son assiette. Maintenant, je pense par rapport à ce qui est la démocratie, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, dans ma perception, c'est il y a quand même une grande défiance vis-à-vis du politique et la sensation que le citoyen doit réinvestir l'espace public. Or, il y a eu toute cette période de l'État-providence où on faisait une confiance aveugle dans le politique. Et je trouve que là, maintenant, en tout cas, moi, je vois les initiatives citoyennes qui viennent marcher sur le terrain du politique. Mais ça, je trouve que c'est assez intéressant. Oui. Avec les dérives... Est-ce que ça peut être complémentaire? C'est ça la vraie question. Complémentaire, c'est contradictoire. Ah, pourquoi? Et c'est de plus en plus contradictoire. Parce que ça, on ne peut pas être contre le fait que chacun se prenne en charge, qu'il y ait des collectifs qui se créent, notamment dans une démarche écologique, etc. Mais le processus qui est en train de se mettre en place, c'est une fragmentation de la société. La constitution d'îlots, de bulles, qui ne se parlent de moins en moins. Regardez les débats sur Internet, souvent ça commence « moi je pense que ». Moi, je pense que j'ai ma conviction, j'ai ma certitude. C'est ça qui me rassure. Je pars de cette espèce de croyance, mais qui est parfois laïque, mais qui est une sorte de croyance. Et l'autre, il ne comprend rien, je vais m'opposer à lui. Alors, Geneviève Dama, dans la solidarité qu'il y a, par exemple, dans les mouvements de la plateforme citoyenne où on s'occupe des migrants, est-ce qu'on est chacun dans sa bulle ou est-ce que c'est une solidarité qui se crée? J'ai l'impression, alors c'est complexe, mais en tout cas, la question du sens se pose à chaque fois. Ça veut dire qu'il y a un débat, un échange d'idées et on essaie de remettre du plein là où on a la sensation que les formes étaient vides. Tout est là, dans cet échange d'idées, parce que le minimum d'ouverture à l'autre. Pour qu'il y ait débat démocratique, il faut commencer par écouter un tout petit peu l'autre. Et on va constater des différences, et à partir de ces différences, on va construire un chemin commun. Le problème,
Tout le monde n'est pas dans cette attitude de fermeture sur soi, mais c'est la tendance qui se développe. À partir du moment où on affirme, on n'est pas dans la démarche d'écouter un petit peu l'autre, on est dans la démarche d'affirmer, et si l'autre n'écoute pas les affirmations que l'on développe, de monter d'un cran dans la haine et les injures. On voit ça se développer très très fort sur la toile aujourd'hui, et ça, tout à fait une logique. Alors, je vois que nos experts veulent intervenir. Hamza Belakbir. Moi, j'irai pas à contresens, mais je nuancerai le fait qu'on est arrivé aujourd'hui à une ère où les gens, le jeu prime. Je pense juste que grâce à l'outil Internet, on a l'outil tout simplement de le voir sur Internet. Les gens, je pense, discutaient tout autant avant. Maintenant, ça prend plus de temps parce qu'il y a plus d'informations qui viennent et du coup, le processus de décision de ce qui sera commun sur lequel on va se rassembler prend du temps. Je ne pense pas que cette démarche ait été accélérée avec le temps ou quoi que ce soit. Samuel Buisson. Oui, non, mais il y a Internet, il faut bien comprendre que le problème d'Internet, c'est l'horizontalité. C'est-à-dire que la personne qui avant pouvait être, je vais vraiment prendre une caricature, mais la personne qui avant pouvait être le fou du village, que personne n'écoutait, aujourd'hui va se retrouver sur Internet et va avoir quelques suiveurs. Ces suiveurs vont grandir et à un moment donné, on va se retrouver avec des gens qui n'auraient jamais écouté le discours de ce, entre guillemets, fou du village. Et vu qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent, ils vont se dire, mais peut-être qu'il ne dit pas que des conneries. Et donc on se retrouve comme ça avec une équivalence entre le discours d'un scientifique et le discours de Jean-Marc du 58, aucune formation, rien du tout. Et il n'y a pas de... Les gens ne font pas la différence entre la validité de ces deux discours. Jean-Claude Kaufmann, vous en parlez dans votre livre, c'est cet équilibre entre l'expert et le citoyen. J'ai hésité un moment sur le titre de mon livre, j'ai failli l'appeler le moment démocratique, parce qu'on est à un moment d'élargissement de l'expression démocratique, notamment avec Internet. Chacun peut essayer de développer, d'exprimer ses opinions, de trouver des connexions, donc c'est un élargissement extraordinaire, mais qui est en train d'enfanter le contraire, d'enfanter des monstres. Notamment ces personnes qui s'enferment dans leurs convictions et sur Internet, ceux qui propagent des convictions avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'élan sont plus suivis que, par exemple, la formation scientifique, qui est pas drôle, qui est un petit peu heureusement qu'il y en a qui en font des chaînes YouTube un peu sympas. Si on prend l'exemple, il y a eu le débat en France sur la question des vaccins, c'est du vaccin obligatoire. Le débat existe en Belgique aussi. Oui, mais c'est très bien qu'il y ait ce débat-là, c'est vraiment très bien. Mais les sites qui développent une conviction avec un élan passionnel sont consultés 10 fois plus que les sites qui développent une information scientifiquement fondée. On est à l'époque d'un élargissement de l'expression démocratique, mais en même temps, on vit une période historique extrêmement importante. Très important. On va y revenir. Un moment de point de bascule vers un autre type de société. On va en parler dans un instant. Ça, c'est la société du spectacle, sera écouter le meilleur spectacle. Et Internet, les posts, les choses comme ça, enfin pas le meilleur spectacle, mais pas au niveau du fond, mais au niveau de l'approche, de la forme. C'est surtout l'émotion, la clé. Dans les sciences cognitives, mais c'est ça qui fait le spectacle. C'est ce qui fait le spectacle, mais le spectacle, il est après. Il suffit d'évoquer des choses qui font très peur pour être déjà terriblement efficace. Pas besoin de spectacle et de mise en scène. Oui, mais la peur, c'est une émotion. Hein. Donc, je veux dire... Ce sont les émotions qui, effectivement, guident un peu les choses pour l'instant. Sylvie Losberg. Très rapidement, deux choses sur la question de la liberté de s'exprimer aujourd'hui sans la responsabilité. Ça, je pense que c'est vraiment au cœur de tous ces débats qu'on peut avoir, horizontaux ou pas. Et aussi, je pense, la question du doute. Parce qu'aujourd'hui, il y a des forces de conviction et la mise en doute apparaît comme une faiblesse. Alors qu'au fond, c'est ça qui fait avancer la compréhension, qui enrichit finalement le débat et la relation à l'autre. Et je pense qu'il faut une éducation à ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'éduque plus à ça. Vous avez l'air assez d'accord tous les deux là-dessus, je crois. Mais je voudrais revenir sur ce que Jean-Claude Kaufmann disait tout à l'heure, en disant qu'on est à un point de bascule vers autre chose. Est-ce que cette autre chose, c'est ce que vous appelez dans votre livre la contre-révolution identitaire ? Donc on va vers une autre société, vers un autre type de démocratie qui n'en est plus une. En fait. L'affirmation de cette conviction, c'est le processus identitaire. Je suis moi-même avec ces convictions, ces certitudes. Ça peut prendre la forme de croyance, mais pas obligatoirement. Et je pars de là. Et je vais essayer de l'imposer à l'autre. On ne parle d'identité
que depuis un peu plus d'un demi-siècle. On n'en parlait pas avant. Il y avait des identités, mais elles étaient définies par la place sociale que l'on occupait. À partir du moment où c'est l'individu qui a été au centre de la définition de lui-même, il ne sait plus exactement qui il est, il faut qu'il construise. Il décide de sa vérité, de sa morale, mais de son identité. Bien sûr, il a une histoire, mais il a des histoires multiples, complexes, et par rapport à tout ça, il va faire un récit. C'est un récit, l'identité. Le récit qui donne le sens de la vie. Mais pourquoi c'est un chemin vers le pouvoir autoritaire, comme vous le dites dans le livre? Eh bien, c'est ce que l'on voit aujourd'hui qui se passe dans les différents pays d'Europe. Vous voyez, en Angleterre, par exemple, c'est au nom de la démocratie que Nigel Farage est en train de rafler la mise en ce moment, parce qu'en partant de l'opinion, des fois avec une mise en spectacle, regardez en Ukraine, c'est un comique qui a gagné les élections, qui n'avait pas fait de politique il y a 6 mois, il y a 6 mois à peine, de Grillo en Italie, etc. Ouais. On voit une montée des comiques dans l'univers politique. Il faut faire un numéro d'une certaine manière. Donc il y a un populisme très liquide, d'un nouveau style. Un populisme liquide, ça veut dire quoi, c'est-à-dire qui est très changeant, surprenant, qui va accrocher comme ça l'intérêt et apporter la conviction de l'opinion. Et une fois au pouvoir, pour continuer à avancer, la logique veut qu'il instaure un régime de plus en plus autoritaire. Geneviève Damas, ça vous fait peur, ça, quand Jean-Claude Kaufmann parle de cette description de ce populisme liquide, de ces pouvoirs autoritaires? C'est vrai qu'on les voit arriver, là, depuis quelques années, quelques mois, un peu partout. Et autour de nous, en Europe. Oui. Ce qu'il y a, c'est que je vois aussi autour les forces de résistance. Ça veut dire que ce qui est plein d'espoir, je trouve que de plus en plus, c'est que les citoyens pensent que la chose publique leur importe. Alors après, comment ces mouvements vont se structurer, c'est autre chose. Mais avant, il y avait ce discours, de toute façon, je ne suis qu'une voix, moi seule, je ne peux rien, ça ne va pas changer la donne. Et alors, effectivement, peut-être qu'on est dans cette identité, dans cette suridentité. Mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, ce que je perçois dans mon quartier, qui est assez populaire, etc., que les gens se disent qu'eux ont une pensée et qu'une pensée plus une pensée plus une pensée, ça peut donner quelque chose. Donc, effectivement, maintenant, c'est vrai que moi, j'étais en Hongrie il n'y a pas longtemps avec les affiches, justement, de Jean-Claude Juncker et tout ça. C'est effrayant, le discours, ça c'est sûr. Donc voilà, on est vraiment dans une tension, mais en même temps qui fait que l'époque est passionnante, il y a des choses à faire. Hamza Belakbir. Très brièvement, sur la notion de populisme, vu qu'on est dans une émission un peu théorique, il faut aussi séparer le populisme de droite et le populisme de gauche. Le populisme de droite qu'on appelle plutôt illibéralisme, ce que les politologues appellent comme ça, Orban, Salvini, Trump, Netanyahou et d'autres. Et le populisme de gauche, assumé pour le coup par une démarche comme Podemos en Espagne, Jean-Luc Mélenchon, le populisme... Ils sont pas au pouvoir, pour l'instant. En Amérique latine, ils le sont. Et c'est là où a été théorisé... Vous mettez Maduro dans le populisme de gauche, par exemple ? Oui et non. Oui, j'aurais pas le temps de développer les nuances entre comment Maduro d'une idéologie plutôt communiste. Poutine, c'est un populiste de droite ou de gauche? De droite, Poutine, bien évidemment. Pas bon, donc c'est des populistes, quoi. Enfin, oui, mais ce qui fait qu'il faut juste arriver à ne... Parce que populiste est devenu un peu un instrument de rhétorique pour, on va dire, déconstruire le discours de l'autre sans effort argumentatif. Donc il faut faire attention à l'utilisation de ce mot-là. Et concernant l'avènement des identités qui seraient entre guillemets maîtres et maîtresses de l'action politique, je pense moi que c'est une bonne chose parce que les sociétés sont de plus en plus mélangées et avant les 50 ans comme vous avez dit, les sociétés étaient plus homogènes, ce qui fait que les minorités étaient encore plus minoritaires et étant donné qu'il y avait moins d'aspects démocratiques, ce qui fait que maintenant la revendication d'une identité, si ce n'est que minoritaire, pour moi c'est un signe de démocratie tout simplement. Jean-Claude Kaufmann, vous avez réfléchi là-dessus. Là encore, le débat est très complexe parce que le fait qu'il y ait une expression des particularités culturelles, c'est une richesse. L'individu abstrait, il est rien. Il faut qu'il se nourrisse de sa culture, de son histoire. Le problème, c'est que tout ça est pris aujourd'hui dans une logique d'enfermement, dans des bulles, dans des îlots, d'enfermement, dans des groupes, des bulles, des fois c'est l'individu tout seul, qui ne vont plus parler à l'autre, qui vont faire sécession avec l'ensemble de la société. Et si l'on monte d'un cran, effectivement, qui vont s'opposer.
qui vont développer une attitude un petit peu haineuse, voire violente, au moins au niveau de la violence verbale sur Internet, qui déjà aujourd'hui est vraiment déchaîné sur Internet. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est la logique d'ensemble. On n'est pas encore dans la situation aujourd'hui qui est dramatique. Donc c'est extrêmement complexe. Tant que l'individu maîtrise le processus de s'enrichir de sa culture particulière, c'est très positif. À partir du moment où il disparaît à l'intérieur d'un groupe qui s'enferme et qui l'entraîne, ça peut devenir catastrophique pour le vivre ensemble et pour la société. Sylvie Osbel. Oui, mais moi je serais un peu plus pessimiste parce que je pense que c'est déjà le cas avec le retour de la notion de race, avec la tendance à empêcher quelqu'un de parler parce qu'il n'aurait pas tel gène ou tel autre. Et on le voit avec ce qu'on appelle le concept d'appropriation culturelle. Et donc je pense qu'il y a quand même déjà là des risques qui sont en jeu et qui traversent des mouvements qui auparavant étaient plutôt dits universalistes. Et donc je pense qu'on est vraiment dans un débat qu'il faut reprendre parce que il y a certainement de la part des individus des velléités qui vont dans un sens plutôt d'écoute, mais je crains que les mouvements quand même ne soient dirigés dans une forme de violence qui n'est pas seulement sur Internet, je le crains. Un petit mot de conclusion de Paul Grosjean et puis on passe à notre second sujet. Mais je crois que Facebook c'était le meilleur, il y a eu les printemps arabes, etc. Ça devient le pire et je pose la question provocatrice. Et si Joseph Goebbels avait disposé de Facebook, que se serait-il passé? Je crois que malheureusement, il aurait excellé avec cet outil. Bah, on peut dire que d'une certaine manière, hélas, il a excellé dans son style sans Facebook. On va passer à notre second sujet. On va parler à présent de la fin du monde. Oui, eh ben, elle est proche. C'est un peu ce que disait cet illuminé barbu dans la bande dessinée Tintin. On voyait la fin des mondes est proche, la fin du monde est proche. On a l'impression qu'aujourd'hui, le GIEC, Cyril Dion et d'autres qui nous disent qu'il nous reste 12 ans avant d'agir pour changer drastiquement nos comportements de notre société, notre mode de consommation, parce qu'en 2030, il sera trop tard. Alors, cette dernière année est apparue une espèce de notion qui s'appelle la collapsologie, qui étudie les phénomènes d'effondrement. Est-ce la fin du monde? Est-ce la fin d'une civilisation? Parlez quand même de fin de civilisation, Jean-Claude Kaufmann. Est-ce que, là aussi, on a l'impression d'être dans une ambiance un peu particulière? Pas la fin du monde, la fin d'un monde, la fin d'une civilisation. La civilisation qui était fondée sur les Lumières, sur l'idée de raison, et on s'en éloigne de plus en plus. Aujourd'hui, on rentre dans le régime de l'opinion, qui est une certitude affirmée. La collapsologie renvoie plus à la crise climatique. Là, on a des études et c'est un peu plus... Les crises dont je parle, on en parle moins et c'est plus difficile à cerner. Mais on va vers la fin d'une civilisation. Pour moi, c'est tout à fait évident. Et ça s'articule à cette crise climatique où là, les données sont plus objectives. On peut dater un certain nombre de choses. C'est pas la fin du monde pour demain, mais la crise est très grave. Et le pire, c'est que pour moi, au niveau de la démocratie, je ne vois pas trop quelles sont les solutions. Au niveau de la crise climatique, il y a quand même des solutions qui permettraient de ralentir sérieusement le processus sans changer tout notre système. Geneviève Damas, justement, quand vous avez un climato-sceptique en face de vous, qu'est-ce que vous lui dites? Vous dites, il est dingue, celui-là, il ne se rend pas compte du monde dans lequel il vit? J'avais un parrain qui était climato-sceptique et scientifique, donc para plus B, dans toutes les réunions de famille, nous démontrait que dans le doute, quand même, prenons les mesures. Donc, moi, effectivement, je trouve qu'il y a des tas de choses. C'est le principe de précaution, plutôt. C'est ça qui. Mais oui, de toute façon, enfin, moi, je trouve qu'il y a plein de choses à faire et qu'il faut les faire. Parce qu'il n'y a pas que nous, il y a ceux qui vont venir après. Enfin, en tout cas, je trouve que dès qu'on commence à avoir des enfants, tout d'un coup, on se dit que ça, c'est pas possible. Donc, Samuel Busseret, vous qui regardez aussi tout ce qui est fausse science et autres, vous êtes souvent pris entre les feux des climato-sceptiques et des climatophiles. Oui, juste avec les 2 minutes qui viennent de passer, je pourrais faire 4 heures de vidéo, ça c'est clair et net. C'est-à-dire je vais d'abord commencer sur la collapsologie quand même, parce que la collapsologie, c'est pas une science, même s'il y a logique dedans, c'est juste un courant de pensée sur lequel on a mis un nom. On ne met pas un nom sur tous les courants de pensée. Voilà, je voulais juste un peu calmer l'aura de ce truc-là. C'est transdisciplinaire, donc ça implique beaucoup de disciplines. C'est évidemment très centré sur le climat, mais aussi sur l'étude des effondrements des anciennes civilisations. Ce que je trouve être un argument pas très
pas très solide, pas très scientifique, même si c'est inspirant, même si c'est évidemment on doit retenir des leçons du passé, etc. Et par rapport au climat, là on est en plein dans ce qu'on disait juste avant. Les gens arrivent sur la question du climat, il faut avoir un avis parce que c'est dans l'air du temps. Qu'est-ce qu'on fait? On se choisit un expert. C'est-à-dire qu'on n'est soi-même pas expert en rien, on ne sait pas, et le premier qui va passer par là, on va se laisser convaincre par ses arguments, et on va devenir presque prosélyte de ces arguments-là. Et moi ce que je regrette, c'est qu'on ne se pose plus la question de savoir si on est soi-même compétent pour évaluer un expert. Si on n'est pas compétent si on est expert en expertise. Mais voilà, et tout le problème est là pour moi, on est dans une société de l'information... Ça c'est clair, c'est net, c'est la grande révolution pour moi. Et aujourd'hui, le défi, c'est avant tout d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette époque où on va chercher l'information et on la défend. Non, il faut savoir comment appréhender l'information. C'est vraiment, pour moi, la clé, elle est là. S'il y a un succès à réaliser, c'est celui-là. Hamza Beakbir. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Maintenant, pour revenir à la collapsologie, moi, en préparant l'émission, notamment, j'ai lu des critiques qui sont assez intéressantes, notamment de Daniel Tanouro, qui est un environnementaliste belge, qui dit que chez les prophètes de la collapsologie, notamment Servigne, il y a une dimension qui est complètement absente, à savoir le capitalisme dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune critique du système de production tel qu'il est, du capitalisme, dans l'utilisation abusive des ressources sans pouvoir les recréer, la fameuse règle verte, comme on en parle. Ce qui fait que cette, j'ai envie de dire, croyance, pour suivre ce qui a été dit avant, doit être déconstruite, doit être travaillée, mais avec des arguments et, j'ai envie de dire, j'aime pas le mot vulgarisé, mais en tout cas rendu dans des outils accessibles, grâce notamment à tes youtubeurs. Justement, oui, vous vouliez ajouter un petit mot là-dessus. Oui, je voulais juste souligner un petit paradoxe de cette collapsologie, c'est qu'elle présente l'effondrement comme une chose à éviter. Comme s'il fallait en fait conserver cette société qui va pas très bien là, c'est un peu ce qu'on est en train de dire. Alors que l'effondrement, moi c'est plutôt ce qui est en train de se passer maintenant. C'est ça qui est un peu bizarre dans cette idée de collapsologie que je trouve contradictoire. Paul Grosjean. Moi, je trouve que la fin du monde, c'est un concept très culturel. Je ne crois pas qu'en Chine ou en Russie ou au Brésil, aux États-Unis, ils parlent de fin du monde. Donc voilà, chacun a son approche de la question, et moi je me demande si c'est pas un luxe de parler de la fin du monde. C'est européen. Mais justement, je voudrais vous présenter quelqu'un, vous la connaissez, c'est Greta Thunberg. Est-ce qu'elle est l'oracle du 21e siècle? Est-ce que c'est elle qui annonce cet effondrement? Là, on la voit, elle était au Parlement européen il y a quelques mois, et elle est devenue vraiment la personne qui a un peu annoncé cette fin du monde. Quand je parlais de la personne qui se balade avec la pancarte, c'est finalement elle qui l'annonce. Geneviève Damar, vous me faites non. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que je trouve ça assez juste que vous dites que l'Europe le vit différemment. Alors je sais pas comment expliquer. Moi j'ai l'impression qu'il faut aussi remettre tout en perspective, toute cette chose de. J'ai l'impression que nos sociétés entre guillemets post-colonialistes n'ont pas réussi à se définir un projet. Et donc on est là, on a gardé une manière de vivre tout en disant on s'effondre parce qu'on n'a pas les mêmes ressources, mais en ne reprenant pas notre juste place. Alors effectivement, cette jeune fille, effectivement, elle dit quelque chose, elle est le symbole de quelque chose. Je ne pense pas qu'elle annonce comme une pitié, mais voilà. Mais je pense que vraiment, c'est un projet de société et de vers quoi. Il n'y a plus de projet. Le problème, c'est qu'il est très difficile à définir. Le seul projet, c'est la croissance. C'est que ça continue à avancer. Mais les jeunes qui marchaient dans la rue chez nous tous les jeudis, ils avaient un projet. Voilà, le mouvement des jeunes, dans sa naïveté, dans sa fraîcheur. Dans sa candeur. Dans sa candeur, à quelque chose de très fort. À quelque chose de très fort. Et c'est ça qui rassure. C'est qu'il y a, pas seulement chez les jeunes, il y a un désir d'humanité, d'autre chose, mais qui n'arrive pas à s'exprimer. Encore. Le petit problème, c'est la réalisation de tout ça plus tard, parce que ça remet en cause le système de fonctionnement, toute une série de choses. Donc, c'est déjà quelque chose de très très important qui est ça, mais ça ne sera pas si simple que ça à réaliser. Non, mais c'est intéressant. D'accord. Sylvie Losberg.
Oui, moi, ce qui me semble intéressant dans le débat sur le climat, au-delà de oui, il faut faire ci, les injonctions, les sanctions, etc., c'est plutôt le bénéfice que les personnes qui modifient leur comportement en retirent. Et je crois que ça, les jeunes l'ont bien compris. La mobilité douce, la nature, être en contact les uns avec les autres, ça procure des bénéfices, ça procure du bonheur que l'on n'a pas dans une société qui est celle qui se termine maintenant. Et je pense que c'est ça qui va sans doute permettre que le projet se construise dans une perspective plutôt positive. Moi, je suis plutôt partante pour cette vision-là. Hamza Belakbir, pour conclure là-dessus. Les 12 ans qui nous restent, selon les conclusions du GIEC, sont là. Ce qui fait que je n'irai pas contre ce que Sylvie appelle l'écologie positive, en tout cas que le sentiment et le bonheur qui suit un comportement pour la planète, on n'a plus le luxe de se permettre cela. Il faut que les États commencent à réguler, à sanctionner les entreprises, les industries qui polluent l'air et qui augmentent le CO2 le taux de CO2 dans l'air. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pas encore une fois, c'est pas en triant le déchet que les 2 degrés ne vont pas être atteints. J'ai l'impression que Samuel Busseret est un peu sceptique. Je suis sceptique sur un problème plus fondamental par rapport à l'écologie, c'est l'idéologie écologiste. C'est-à-dire qu'il y a des grandes figures de proue aujourd'hui qui sont les représentants de l'écologie et qui balancent des informations scientifiquement fausses. Et ça, c'est un gros problème. Par exemple, Greenpeace sur le glyphosate. Greenpeace a publié des chiffres qui sont faux. Vous prenez des risques, cher. Mais moi, je fais que ça. Je ne le connais pas. Je l'ai rencontré pour la première fois. Il faut faire un contrôle fake news. Moi, je dis pas qu'il faut apprécier ou pas le glyphosate. Je dis juste, dès lors qu'on dit que la science a dit que, la moindre des choses, ce serait que quand on vérifie, on se rende compte que la science a vraiment dit que. Et non pas qu'un grand mouvement comme Greenpeace a sorti des informations qui caressent évidemment dans le sens du poil ses adhérents, mais qui sont en fait totalement fausses et font du mal même, font la promotion d'une vision anti-scientifique de l'écologie. Pourtant, l'écologie, c'est un enjeu scientifique. Donc il faut garder la crédibilité. Ouais. C'est ça. Merci. On va passer maintenant à une galerie de portraits de personnalités. Ce sera pour vous. Je vais vous présenter des gens qui ont fait l'actualité de la semaine. Vous allez en choisir un et m'en dire un mot, en bien ou en mal. Vous allez les connaître. Vous ne vous inquiétez pas. Geneviève Damas, c'est vous qui allez commencer. Je me réjouis. Oui. Je vais vous proposer d'abord Vincent Kompany. Oui, qui rejoint Anderlecht comme joueur-manager. Et aussi Hans-Christian Strache, le leader extrémiste autrichien qui était pris les doigts dans le pot de la corruption, les frères Dardenne, vedette une fois de plus au Festival de Cannes, ou Arnaud, qui a fêté ses 70 ans de scène. Alors qui choisissez-vous? Vincent, Hans-Christian, les frères ou Arnaud? Je peux en avoir 2? Non, sauf si c'est les frères. Oui. Ils sont 2. Eux, ils sont 2. Alors 3? Non. Non. Écoutez, alors les frères Dardenne. Oui. Pourquoi? Mais parce que je trouve qu'ils abordent la thématique de la radicalisation et que c'est vraiment audacieux de traiter parce que c'est vraiment un sujet très sensible. C'est dans le film Le Jeune Ahmed. Le Jeune Ahmed. Parce que c'est complexe, parce que, je veux dire, c'est difficile de parler de ce sujet-là. Il y a une idée du politiquement correct qui fait que, voilà, c'est pas simple et je trouve que c'est formidable qu'ils osent, aborder ça. Et parce que forcément, la vision du film va provoquer un débat au sein des quartiers, je trouve que c'est très bien. Voilà. Très bien. Et puis ce sont de grands cinéastes dont on peut être fier. Parfait. Et vous, Jean-Claude Kaufmann, je vous en propose 4 autres. Alors, on va voir si ça vous plaît. Madonna, tout d'abord, et sa prestation de trop à l'Eurovision. Alain Delon, honoré pour sa carrière sur la Croisette. Vincent Lambert, dont la vie ou la mort dépend d'une famille déchirée. Ou Niki Lauda, le champion de F1, disparu cette semaine. Alors, Madonna, Alain, Vincent ou Niki, qui choisissez-vous? C'est extrêmement difficile. J'ai des sujets plus lourds que ma voisine. Moi, je trouve que c'est plus facile, franchement. Je vais prendre Vincent Lambert parce que je trouve que la Belgique est en avance sur bien des choses. Puisqu'on est dans cette société du droit de la personne,
Au moins sur cette question-là, appliquons-la. Il y a aussi le droit à la fin de vie honorable. Pourquoi ne pas le respecter? Et là, on est dans un cas de figure d'emballement qui a dépassé les questions familiales. Il y a un emballement idéologique qui s'est produit et qui, quand on voit la manière dont l'avocat a fêté la victoire, l'avocat des parents, en criant la remontada, etc. Ça traduit vraiment, c'est quelque chose qui crée un malaise. C'est assez insupportable. Donc c'est un débat extrêmement délicat qui doit être mené sans doute. Puis il y a des questions qui ne sont même pas posées, des questions. Je ne sais pas si on a le droit. Il y a des sujets, j'ose à peine le dire, mais le prix que ça coûte, cet acharnement, permettrait de sauver combien de vies? Combien de vies à côté? Parfois des questions difficiles. Ça, c'est une question qu'on ne peut pas poser, mais qu'on devrait pouvoir aussi se poser. Donc là, non, c'est quand même des sujets qui étaient plus lourds, mais j'ai pris le plus lourd. Je suis dans ma période très pessimiste. J'ai choisi les sujets pour vous. Moi, j'aurais pris même que le vôtre, parce que c'est quand même une chosification de l'individu. Ça veut dire qu'on est en train de le sevrer, puis on le réalimente. À un moment, et puis il y a une indécence. Non, la vidéo, alors, tout. 5 autres informations de la semaine. On va voir si ça vous a plu, ça vous a déplu. Il y a un peu de tout. Le vote obligatoire en Belgique, ça c'est un fait important. Le musée Hergé qui fête ses 10 ans. Jamie Oliver qui ferme 25 restaurants en Angleterre, donc c'est un cuisinier assez people. Les aiguilleurs du ciel avec leur grève à répétition à Bruxelles, ou la guerre économique entre les États-Unis et la Chine qui fait rage. Alors Geneviève Dama, est-ce que là, parmi ces 5 infos, il y en a une qui a retenu votre attention? Je me suis arrêtée sur une, mais je ne pense pas que c'est la plus importante. Écoutez, les aiguilleurs du ciel, parce qu'en novembre, moi, j'avais acheté des billets d'avion, on s'était saigné pour partir à Barcelone, et nous ne sommes pas partis à cause de la grève des bagagistes. Laurent Voulet? Non, je ne leur en veux pas, mais à un moment, comment dire? Je voulais aller à Barcelone. Mais non, mais à un moment, c'est injuste. Qui est-ce qu'on touche? Une injustice? Voilà. Je vais vous laisser réfléchir. Et vous, Jean-Claude Kaufmann, dans ces 5 infos? Je vais prendre le dernier sujet, la guerre économique commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais pas seulement. Donc il y a cette montée des formes du populisme, qu'on peut de moins en moins classer à gauche et à droite, parce que c'est extrêmement mouvant avec des changements. Le mouvement 5 étoiles, il est quoi exactement, etc. Ça commence des fois par des aspects sympathiques, etc. Et ces populismes les phases suivantes, c'est l'installation d'un nationalisme qui peut devenir agressif, comme avec Orban en Hongrie, ça le devient de plus en plus. Mais de toute façon, dans un premier stade, le stade intermédiaire, c'est la fermeture des frontières et puis les droits, les taxes qui se développent. C'est-à-dire, là aussi, un enfermement. Il y a des enfermements à tous les niveaux, au niveau de l'individu, du petit groupe et au niveau des nations. Il y a une montée des nationalismes aujourd'hui. Et même si on peut débattre de tel aspect sur la Chine, les échanges avec les États-Unis, ça s'intègre dans ce grand mouvement qui pose lui aussi des problèmes pour l'avenir. On va continuer sur la violence tout autour de nous, des viols, un viol collectif sur Snapchat en Wallonie en début de semaine, de violentes attaques sur le web, des attaques sexistes, des attaques racistes ou autres, et puis ce cas de violence policière filmée, récit Marine Hubert et Marjorie Fellinger. Un homme est au sol, immobilisé par un policier. C'est la fin d'une course-poursuite après un cambriolage dans un restaurant. Un deuxième policier de la zone Bruxelles-Ouest lui assène 2 violents coups de pied au visage. Son collègue lui attrape la jambe et lui demande de se calmer. Mais quelques secondes plus tard, l'agent revient et lui porte cette fois 2 coups de poing. La scène est filmée par un habitant et postée sur les réseaux sociaux. Le parquet de Bruxelles décide d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre du policier. Le parquet prend cette affaire très au sérieux et une enquête judiciaire a été ouverte concernant des faits de coups et blessures volontaires par agent. On a demandé plusieurs devoirs d'enquête, entre autres l'audition du suspect, donc du policier. Les images sont qualifiées d'inacceptables par la zone de police Bruxelles-Ouest. Le policier est suspendu de ses fonctions.
Cet après-midi, il a été entendu par la justice et privé de liberté. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 2 ans de prison. L'homme interpellé a quant à lui porté plainte contre la police. Connu de la justice pour 64 faits, il a déjà été condamné à 4 reprises. Sylvie de Hausberg, on n'a pas beaucoup parlé des femmes dans cette campagne électorale, et là les violences sexistes sont quand même revenues à la une, et là aussi maintenant des violences et des brutalités policières. On a l'impression que c'était une semaine assez dure pour tout le monde là. Oui, alors, je ne vais pas me prononcer sur les violences policières. 1, j'y connais rien. Et 2, je pense que la question de la violence envers les femmes, c'est un phénomène structurel dans nos sociétés et historique. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, le mari pouvait encore corriger sa femme. Voilà. Et que donc, il y a quand même chez nous un véritable problème par rapport à la perception qu'on a de cette violence envers les femmes. Et on parlait de ce viol collectif avec la drogue du viol. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 à 300 viols collectifs déclarés chaque année en Belgique. Donc on sait qu'il y a évidemment un chiffre gris qui est à peu près 70% en plus. Et que les viols envers les filles et particulièrement de la part de personnes qui les connaissent, donc c'est le cas aussi dans ce viol collectif, sont monnaie courante. Et donc je crois que là maintenant il faut vraiment arrêter de considérer qu'il s'agit d'une violence parmi d'autres. C'est une violence à part et qui touche plus de la moitié de la population. Donc maintenant, ça suffit. Il faut mettre en place des formations à tous les stades. Et c'est ce que le Conseil des femmes a demandé dans son dernier communiqué de presse. Et ce n'est pas le cas. Voilà, les gens ne sont pas formés à cette question de la violence et du viol des filles. D'autres types de violences dont vous voulez parler, Hamza Belagbi ? Sur les violences policières par leur nature. Notamment, on a vu en France avec les Gilets jaunes, comment la police a arracher des yeux avec les flashballs à des manifestants, alors que les flashballs c'est censé tirer en dessous de la ceinture. Ça a été médiatisé. Moi je dis heureusement que maintenant des gilets jaunes, majoritairement blancs, vivent ce que vivent les Arabes et les Noirs dans les quartiers depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le cas en Belgique, c'est pas une exception. Il y a déjà eu des cas de violences policières sur des jeunes de 13-14 ans, des contrôles de police abusifs. Il faut, je dis pas que tous les policiers sont pourris, et ça serait une aberration que de le dire, mais il faudrait que l'État, les bourgmestres qui sont responsables de police, investissent massivement dans des formations données aux policiers et faire des contrôles limite démocratiques pour voir est-ce qu'il y a beaucoup de fachos chez la police ou pas, tout simplement. Et ici, l'avantage, c'est que c'est vraiment filmé, donc on voit vraiment les choses, donc et là, ça permet de le médiatiser. C'est une exception que ça soit filmé. Oui, imaginez toutes les agressions qui ne le sont pas. Donc moi je dis, tristement, par cynisme, dans tout le malheur que constituent les violences policières, heureusement que c'est maintenant médiatisé, mais c'est ce que vivent beaucoup de Noirs et d'Arabes dans les quartiers depuis des dizaines et des dizaines d'années. Paul Grosjean. Quand j'allais à l'UNIF, en cours de droit, on m'expliquait que c'était l'État qui avait le monopole de la violence. Alors comment résoudre ce problème, Hamza ? Parce que si tout le monde se fait justice, c'est encore pire. Donc c'est pas ce à quoi j'appelle. Je défends pas la police, mais il y a aussi des violences contre les policiers, si je puis dire. Je pense que des violences contre les policiers, on les réprimande comme il faut, et heureusement. Ce que je dis, c'est juste que la police qui détient le pouvoir, comme tu l'as dit, l'autorité légitime de la violence, il faut qu'elle soit contrôlée. Et le comité paix allait visiter les milliers de plaintes déposées qui sont qui sont pas traitées. Commentaire du côté de nos invités là-dessus, Geneviève Damas ? Sur la violence, moi je suis un peu effrayée du procès qu'on suit en ce moment sur ce jeune Valentin qui a été à Liège. À Liège, sur chaque fois sur les personnes les plus faibles qui à un moment sont la proie d'un groupe. D'un groupe qui voilà. Et ça, je trouve que voilà, c'est l'éducation, la pédagogie, l'accès à la parole. Enfin voilà, on doit travailler vraiment en amont dans la société. Voilà, à l'école, de trouver des objets transitionnels. Enfin voilà, la culture parce que là, voilà, et aussi ce viol Snapchat et tout ça. Voilà, ça, je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Alors, Jean-Claude Toffin, c'est des affaires très belges ici, mais c'est universel. Non, c'est dur à comprendre. Il y a une montée de la violence dans la société aujourd'hui. On a du mal à le comprendre parce qu'il y a une éducation, il y a une culture générale à l'écoute, à la tolérance, et ça se développe dans les mentalités. Et en même temps, paf,
il y a ces explosions, souvent qui viennent des plus fragiles. Il y a déjà le niveau de violence verbale sur Internet qui devient déjà, on dit il faut réguler aujourd'hui, mais c'est déjà assez incontrôlable et qui peut générer des explosions. Et puis, un petit mot sur les violences policières quand même. Il y a des violences policières, de plus en plus il y a des procédures pour que ça soit filmé, donc on peut voir quand il y a des dérapages et il faut que ce soit fonctionné. Mais donc j'arrive de France, de ce mouvement. Donc là, c'était pas les Gilets jaunes le samedi soir, c'était les Black Blocs qui se sont greffés dessus. Mais face au déchaînement de violence des Black Blocs, la police, qui défend l'État et la violence légitime, devait intervenir. Elle ne l'a pas bien fait avec les flashballs mais on a senti, plusieurs samedis soirs, la fragilité du pouvoir, qui n'était pas capable de maintenir l'ordre. Est-ce qu'il y avait une manière pour maintenir l'ordre un petit peu autrement? Alors il y a peut-être des débats sur les techniques, mais on arrive là justement à une nouvelle illustration de la crise d'aujourd'hui, la montée des violences et la difficulté à les contrôler sans qu'il y ait des dérapages du point de vue de la police. Dernier sujet dont je voulais parler avec vous, c'est ce débat sur l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. En Wallonie et en Flandre, le bien-être animal l'a emporté dans les parlements. Un recours devant la Cour constitutionnelle est pendant. Et à Bruxelles, il n'y a pas eu vraiment de débat à ce sujet. Il a plutôt eu lieu pendant la campagne électorale. Il s'est un peu invité en fin de campagne. Alors, qui doit l'emporter, le cultuel ou le bien-être animal ? Je sais pas, Jean-Claude Kaufmann, là-dessus là, on est dans le cas typique de groupes qui ont leurs références et qui vont les imposer à l'autre. Il y a une montée impose quoi à l'autre? Il y a une montée de la thématique du bien-être animal, qui est une bonne chose. C'est un élargissement de l'attitude d'humanité. Il peut y avoir de la souffrance chez les animaux. On n'avait pas pris conscience de cela suffisamment. Mais il ne faut pas que ça aille trop loin. Au nom du bien-être animal, on agresse certains bouchers, comme en France, par exemple. Là, il y a un franchissement de la ligne rouge. Quant au rituel sur l'abattage, ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure. Il y a des cultures particulières qui sont une richesse, qui doivent être respectées, mais qui doivent pas... Ça dépend des espaces, qui doivent pas empiéter dans l'espace qui est commun et qui a un certain nombre de règles. Donc là, je ne me prononcerai pas sur ce cas précis, mais par exemple, c'est compliqué. Par exemple, le burkini à la plage, il n'y avait pas de raison de l'interdire au niveau français, parce que la plage est l'espace de toutes les libertés. C'est mon droit, disaient les femmes. Le voile à l'école, c'est très différent parce que c'est un espace républicain où il y a des règles du vivre ensemble. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois préciser les choses. Geneviève Damas. Mais c'est très complexe parce que, en tout cas, la question de l'abattage, c'est complexe parce que il touche aussi au lien du vivre ensemble. Donc voilà. J'ai du mal à me prononcer là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment des questions qui doivent être débattues et en même temps dans un débat mesuré. Est-ce qu'il y a de quoi débattre? Parce que finalement, c'est deux points de vue opposés. Sylvie Losberg. Oui, moi je serais plutôt d'avis que la question n'est pas l'abattage rituel. D'abord parce que c'est limité dans le temps et dans l'espace, c'est un nombre limité d'animaux. Par contre, la maltraitance des animaux dans les abattoirs, ça c'est un vrai problème de société. Et là, on ne voit pas qu'il y a d'interdiction légale. Et donc je pense que le débat est biaisé par rapport à cette question de l'abattage rituel. Il ne faut pas oublier quand même que ça vise des communautés spécifiques et que derrière ça, je pense qu'il y a une instrumentalisation. Pour moi, il faut se prononcer d'abord sur le plus grand nombre d'abattages qu'il y a, et ça c'est dans les abattoirs, et là la situation est catastrophique et on ne fait rien, voilà, et donc ça c'est quand même pour moi plus problématique. Sur la même longueur d'onde, sur la même longueur d'onde, d'autant plus que il faut savoir que l'hypocrisie derrière cette mobilisation, elle vise clairement la communauté musulmane et la communauté juive. Il faut aussi appeler les choses comme elles sont. On s'intéresse aux 3 dernières secondes de la vie d'une bête, d'un animal, et en fait tout le traitement
je reviens avec le système capitaliste de production qui déshumanise, mais qui réduit les bêtes à des objets commerciaux, et il faut voir juste les conditions dans les abattoirs qui sont 1000 fois pires. Il faut aussi savoir que l'étourdissement, comment ça se passe? C'est un pistolet avec lequel on assomme. Mais les associations qui luttent contre cela, elles luttent aussi contre les abattoirs et aussi contre l'élevage industriel. Mais on médiatise pas assez les 3 dernières secondes du vécu. Mais ce sont les mêmes associations qui luttent. On prend des législations dans les parlements par rapport à l'abattage rituel. Donc c'est la société dit quelque chose. Et c'est une atteinte aux droits fondamentaux, tout simplement aussi, pour des citoyens. Samuel Buisseret, un avis là-dessus? Oui. De sceptique? L'avis du sceptique, je ne sais pas si c'est vraiment en tant que sceptique que je vais dire ce que je vais dire, mais ça rejoint beaucoup le problème qu'on évoquait, la grande question qui est dans tout ce débat. Aujourd'hui, les communautés qui ne savent pas se réinventer, se re-questionner, sont condamnées quelque part à devenir des problèmes pour cette société qui est en chamboulement complet. Donc je pense qu'à un moment, on pourrait prendre l'exemple de la corrida, c'est exactement le même délire. Le taureau a une vie formidable, etc. Et puis il est sacralisé, il est mangé après le truc, etc. Mais ça marche plus. Il faut re-questionner les choses, il faut les réinventer. Et je pense que la première des choses à faire, c'est l'ouverture au dialogue par rapport à ça. Et je ne sais pas si ce dialogue a lieu. Alors, on va terminer l'émission avec les coups de cœur et on va encore reparler des livres de nos invités. Alors Hamza, d'abord, une idée de balade pour dimanche. Écoutez, en tant que nouveau néo-anderlechtois, je vous invite à vous balader au bord du canal de Bruxelles. Il faut quitter le sud pour aller découvrir ce qu'il y a au-delà du canal. C'est un bruit. Dans le sens de la rencontre et de vivre ensemble, il faut aussi quitter un peu le sud de Bruxelles et aller se balader autour du canal. C'est très beau et on rencontre des gens qu'on voit souvent pas dans les cafés où on traîne. Et vous, Sylvie Losberg, vous voulez vous balader dans le sud? Oui, je trouve que ce petit livre qui s'appelle « Quand le Sud réinvente le monde », eh bien, en fait, met en évidence comment le Sud a réagi après la colonisation et remet en question finalement le monde dans lequel on vit, recompose le système. Et j'aime beaucoup le sous-titre « Essai au pluriel sur la puissance de la faiblesse ». C'est vraiment un livre très éclairant et je pense qu'il nous donne aussi une petite fenêtre d'optimisme donc à lire. Alors vous, Samuel Buisseret, vous voulez parler d'un film qui est bientôt en VOD, un film documentaire. Oui, d'ailleurs, au moment où on parle, il devrait être dispo en VOD. Alors si j'avais su que... Que vous étiez à côté d'une psychanalyste. Oui, j'aurais peut-être pas proposé. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Voilà. Mais je vais assumer, je vais faire. Alors de quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'un film documentaire qui s'appelle Le phallus et le néant de Sylvie Robert. C'est déjà un beau titre. Je ne sais pas si vous connaissez Sylvie Robert. Je vois le film. Voilà, donc c'est son nouveau film. Elle avait fait un premier film qui traitait de l'autisme tel qu'il est vu par les psychanalystes, et maintenant c'est vraiment sur la sexualité telle qu'elle est vue par les psychanalystes. On y découvre une psychanalyse qui est très curieusement pas du tout féministe et même très patriarcale et très rétrograde. Donc voilà, je crois que... Ça existe. Je peux dire quelque chose? Oui, alors, bon, chacun fait ce qu'il veut, elle fait ce qu'elle veut, j'ai pas de souci avec ça. Il faut savoir quand même qu'elle a choisi sur une 50aine de psychanalystes 19 qui sont gratinés, il faut le dire, que aussi il y a un petit personnage qui revient régulièrement à dessin animé où c'est une psychanalyste absolument acariâtre et infernale qui rythme tout le... Très caricatural. Voilà, très caricatural, qui rythme le film. Et alors, c'est une documentariste. Oui, hein, mais c'est pas une émission d'information. Non, mais très clairement, ce que je voudrais dire, c'est que la psychanalyse n'est pas soluble dans la caricature, mais qu'elle a toujours un vrai pouvoir subversif, la preuve, et ça c'est très bien. Très bien. Alors Paul Grosjean, vous vouliez nous parler d'autre chose. Vous vouliez nous parler du Léopold Club. Oui, un petit cocorico bruxellois. Voilà, on est champion de Belgique de hockey. C'était la fête au Léo. D'habitude, c'est Anvers. D'habitude, c'est Waterloo. Voilà. On est quand même aussi champion du monde. On s'est réunis sur la Grand Place. Et voilà. Et maintenant, Bruxelles récupère son titre. Et voilà, ça fait plaisir. Ah non, je ne peux pas citer le nom du bourgmestre de Ducle. Voilà.
Alors, moi, je voudrais revenir sur la mort de la petite Maouda, et un livre intéressant écrit à 4 mains. Ça s'appelle 2 ans et une éternité, c'est aux éditions Caire. Il y a Vincent Engel qui s'est mis dans la peau des acteurs du drame, de la victime, mais aussi du passeur, du tireur. Et dans la deuxième partie, c'est la contre-enquête de Michel Bouffiou, un livre nécessaire pour bien comprendre ce qui s'est passé autour de ce décès. Et je voudrais aussi mettre en avant, tout à fait autre chose, une BD biographique de Lino Ventura. Alors c'est Arnaud Le Gouefellec et Stéphane Wary qui ont écrit ça chez Glénat, écrit et dessiné. Alors on plonge dans la vie de l'acteur, son enfance italienne, sa carrière de catcheur, et puis avant de devenir un acteur mythique que les plus âgés connaissent, notamment dans les Tontons Flingueurs. C'est un délice ce livre parce que on en tire, les dialogues des films se retrouvent dans la BD elle-même. C'est vraiment super. Je voudrais un peu revenir aussi sur le roman de Geneviève Dama parce que votre roman qui vient de sortir n'est pas tellement dans la thématique de notre émission, mais c'est pas une raison. En fait, parce que c'est Bluebird, c'est l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui est enceinte et de son dialogue avec l'enfant qui est à naître. Donc vous vous êtes mis dans la peau là, de cette jeune fille qui est dans évidemment une grossesse surprise puisque c'est un dîner de grossesse. Donc voilà, à 6 mois et demi, elle découvre qu'elle est enceinte. Il lui reste 2 mois et demi pour déjà pour appréhender cette grossesse, pour comprendre comment ça a pu se passer et aussi de voir ce qu'elle va faire. Et voilà, je trouvais ça... J'avais envie d'interroger... Pourquoi ça s'appelle Bluebird ? Parce que c'est le nom d'amour que lui donne le père de l'enfant. Et je trouve que c'est un portrait d'elle. Finalement, en parlant à l'autre, elle se livre beaucoup. Et voilà, je trouvais juste qu'elle porte le titre. Alors vous, Jean-Claude Coffin, je remontre votre livre, dont on a beaucoup parlé, parce que c'était vraiment largement la thématique du jour. Juste une dernière question. Est-ce que vous croyez que notre société des Lumières, c'est fini maintenant ? Pas fini, demain. C'est un long affaiblissement. Après-demain, oui, mais on va aller vers autre chose. Mais pour le moment, les signes de cette autre chose ne sont pas très engageants. Alors, vous avez droit tous les deux aussi à un coup de cœur. Pourquoi pas, Geneviève Dama, un conseil pour ce week-end ? Le Kunsten Festival des Arts, qui est un festival durant le mois de mai qui fait la part belle aux arts vivants, d'ici d'ailleurs. Et alors vous dédicacerez votre livre à la Licorne le 29 et à la librairie l'UEPC le 31. Voilà. Alors Jean-Claude Coffin, vous avez déjà dédicacé votre livre Filigrane il y a 2 jours, mais un petit conseil à donner à nos téléspectateurs ? On a un coup de cœur qui n'est pas d'actualité. Mais bien sûr. Donc c'est à propos d'un groupe musical qui n'est pas reconnu, je trouve, au niveau qu'il mérite, c'est Au Petit Bonheur. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu au début de l'émission, parce que Je veux du soleil, c'est un titre à un moment où ils ont été un petit peu plus connus et qui délivre, au-delà d'une musique très très créative et inventive, un message d'amour et d'humanité dont on a tellement besoin aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, merci invité, merci chroniqueurs, et on se retrouve le week-end prochain avec le retour des politiques. Demain, on se retrouve dès 16h pour une première estimation sortie des urnes, et puis une soirée pleine de résultats et de multiplex pour ces élections jusque minuit. Au revoir.